À 6 heures du matin, j'ai été réveillée par un bruit si violent que j'ai cru, pendant une seconde, que le toit s'effondrait. Puis j'ai compris. Quelqu'un frappait ma porte d'entrée comme un forcené. Je me suis levée d'un bond, encore ensommeillée, les pieds nus sur le carrelage glacé. Et j'ai entendu la voix. Cette voix que je connaissais trop bien. « Amélie, ouvre cette porte immédiatement. » C'était Tania, dans la rue. A hurlé mon prénom comme si la maison lui appartenait. Je me suis approchée sans faire de bruit. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre à travers le bois. Elle continua, plus hystérique encore. « Amélie, tu vas ouvrir. Tu n'as pas le droit de faire cela. » Je n'ai pas répondu. Mon souffle était court, mais pas à cause de la peur. Cette fois, c'était autre chose. 3 mois de colère froide, de silence avalé, de blessures étouffées, de manipulations encaissées. 3 mois à sentir que l'on me volait ma vie, morceau par morceau. J'ai regardé l'horloge du salon. 6h07 du matin. Puis un nouveau bruit. Plus lourd, plus métallique. Comme si un animal frappait la porte avec ses sabots. J'ai sursauté et me suis précipitée vers la petite fenêtre à côté de l'entrée. J'ai jeté un œil dehors. Et là, je l'ai vu. Mon fils, Romain. Mon unique enfant, debout sur le perron avec une masse de chantier dans les mains. Une masse. Il murmurait entre ses dents, la mâchoire crispée, « Je vais entrer, avec ou sans sa permission. » Elle n'a pas compris. Je n'arrivais plus à respirer. Romain leva le bras pour frapper. J'ai posé ma main contre la porte, comme si mon corps pouvait contenir la tempête. Et j'ai senti mes jambes fléchir, non pas de faiblesse, mais de chagrin. Voilà où j'en étais arrivée. Mon propre fils prêt à défoncer ma porte. Au moment où la masse s'apprêtait à s'abattre, une voix calme s'est élevée derrière moi. « Laissez-le faire. Je m'en occupe. » Je me suis retournée. Maître Frédéric Bernier se tenait dans le couloir, vêtu de son costume gris, son éternelle serviette en cuir à la main. Il était arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Une présence solide, presque rassurante. « Comment êtes-vous entrée ?» ai-je murmuré. « Par la porte arrière, Madame Lavigne, comme vous me l'avez indiqué hier soir. » Il s'est avancé avec une confiance tranquille. « Ouvrez-leur. Il est temps qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. » Je ne tremblais plus. Je me suis redressée, j'ai tourné le verrou, lentement, volontairement, puis j'ai ouvert la porte en grand. La masse de Romain glissa de sa main et tomba au sol dans un bruit sourd. La bouche de Tania s'ouvrit comme si elle manquait d'air. Leurs visages devinrent pâles, d'un blanc cadavérique. Ils savaient exactement qui était cet homme derrière moi. Et surtout, ils savaient ce que sa présence voulait dire. « Bonjour Romain. »« Bonjour Tania », dit Maître Bernier d'une voix douce mais implacable. « Je vous conseille de rester très calme. » Ils n'ont pas répondu. Ils semblaient pétrifiés. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une force que je n'avais jamais connue auparavant. Une clarté glacée. Je n'étais plus la femme que j'étais 3 mois plus tôt. Celle qui disait oui pour éviter les conflits. Celle qui se taisait pour ne pas blesser. Celle qui se laissait voler lentement. Non. Cette femme-là était morte. Moi, ce matin-là, à 6h10, j'étais quelqu'un d'autre. Je les regardais, ces 2 personnes qui prétendaient m'aimer, mais qui étaient venues pour prendre ce qui ne leur appartenait pas. Et j'ai pensé, ce n'est que le début. Ils doivent comprendre jusqu'où je suis prête à aller pour protéger ma vie. Mais avant que tout cela n'arrive, vous devez savoir comment une femme de 68 ans en est venue à changer toutes les serrures de sa maison, engager un notaire et se préparer à faire face à sa propre famille. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas toujours été aussi forte. Il y a 3 mois, j'étais naïve, confiante, prête à donner tout ce que j'avais pour mon fils. Et c'est justement cela qui m'a presque détruite. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. 3 mois plus tôt, ma vie était d'un calme presque douloureux. Depuis la mort d'Émile, ma maison de Montpellier résonnait d'un silence lourd. J'avais appris à occuper les journées comme je pouvais, entre le marché des arceaux, quelques promenades dans le quartier, et mes longues soirées à feuilleter les albums photos. J'aimais ce silence, mais je le craignais aussi.
Alors, lorsque le téléphone a sonné ce mardi 12 décembre à 11 heures du matin, je n'ai pas réfléchi une seule seconde. « Maman, je dois te parler. C'est urgent. » La voix de Romain, étranglée, presque brisée. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Quand un enfant dit que c'est urgent, une mère pense toujours au pire. Un accident, une maladie, une catastrophe. « Viens, mon fils, viens quand tu veux. » À 14 heures précises, j'ai entendu la sonnette. Lorsque j'ai ouvert, j'ai trouvé mon fils sur le pas de la porte, les yeux rougis, la tête basse. À ses côtés, Tania, impeccable comme toujours, mais avec un air triste qui me serra le cœur. Derrière eux, les enfants, Valérie et Sacha, tenaient des sacs si lourds que j'ai su, immédiatement, que ce n'était pas une simple visite. « Bonjour Amélie », a murmuré Tania en me prenant dans ses bras. « Pardon de venir comme cela. Qu'est-ce qui se passe ?» Romain s'est assis dans le salon, là où Émile lisait autrefois son journal. Il a pris sa tête entre ses mains. « Maman, nous avons perdu l'appartement. » Les mots sont tombés comme une pierre. Je n'ai même pas eu le temps de digérer. « Comment cela, perdu ?» Tania lui a saisi la main, comme si elle soutenait un soldat blessé. « Nous avons eu des problèmes avec le crédit. 3 mois sans pouvoir payer. La banque nous a expulsés. Nous n'avions nulle part où aller. » J'ai senti une douleur me transpercer la poitrine. Mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants, à la rue. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? J'aurais pu vous aider. « Nous ne voulions pas être un poids, » a répondu Tania d'une voix douce, presque fragile. Cette phrase m'a profondément touchée. Je me suis levée, les ai regardés tous les 4, et j'ai senti mes yeux se remplir. « Vous n'êtes pas un poids. Vous êtes ma famille. Restez ici, aussi longtemps que vous en avez besoin. » Les enfants ont couru m'embrasser. Sacha m'a demandé s'il pouvait dormir dans la chambre avec les étoiles, celle qu'Émile avait décorée pour Romain quand il était petit. Mon cœur s'est serré. Bien sûr, mon ange. Je croyais faire le geste le plus naturel du monde. Je ne savais pas encore que j'étais en train d'ouvrir la porte à ma propre destruction. La première semaine a été douce. La maison reprenait vie. Le rire des enfants dans la cour, l'odeur des plats mijotant sur le feu, les discussions à table. Je me sentais utile de nouveau, entourée. Romain partait tôt chercher du travail. Tania restait souvent à la maison, disant vouloir s'occuper des enfants. Je ne trouvais rien à redire, puis les choses ont commencé à changer. Un matin, je suis descendue et j'ai trouvé le salon totalement réorganisé. Le fauteuil préféré d'Émile, celui dans lequel il s'endormait en lisant, avait disparu. « Où est le fauteuil ?» ai-je demandé. « Dans la cave », a répondu Tania en souriant. Il faisait vieillot. Je voulais donner un peu plus de lumière à la pièce. Vieillot. Le fauteuil d'Émile. J'ai senti une brûlure dans ma gorge, mais Romain est entré à ce moment-là. « Maman, ne sois pas si sentimentale. Tania a raison. Un peu de modernité te fera du bien. » Je me suis tue. Pour éviter un conflit. Pour ne pas sembler ingrate. Pour ne pas perdre l'équilibre fragile du foyer. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé mes rideaux cousus main dans une boîte, remplacés par des stores nus que je n'avais jamais choisis. « Ils bloquaient trop la lumière », a dit Tania. Puis, elle a déplacé mes serviettes brodées, rangé mes photos, changé les assiettes, réorganisé la cuisine, vidé les placards. Chaque fois que je protestais, elle répondait d'une voix douce, presque condescendante. « Amélie, il faut vivre dans le présent. » Et Romain ajoutait « Maman, fais confiance à Tania, elle sait ce qu'elle fait. » Un soir, en allant chez ma voisine Colette, je lui ai raconté tout cela. Ses yeux se sont assombris. « Amélie, cette femme n'est pas en train d'organiser ta maison. Elle est en train de t'en chasser. » Je me suis forcée à rire, mais ces mots m'ont suivi toute la nuit. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que les photos d'Émile n'étaient plus dans le salon. Elles avaient été remplacées par des bougies parfumées et une plante artificielle. J'ai fouillé jusqu'à retrouver la boîte où Tania avait rangé les cadres. Il en manquait un, celui de notre voyage à Sète durant notre lune de miel. Il est tombé, le verre s'est cassé. « Je l'ai jeté », a-t-elle dit, comme si ce n'était rien. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Ce soir-là,
j'ai compris pour la première fois que ma maison n'était plus vraiment la mienne. 1 mois après leur arrivée, tout a basculé. Jusque-là, je me persuadais que ce n'était que des petits changements, que Tania voulait bien faire, que je devais être plus souple. Mais un mercredi matin, j'ai compris que je n'étais pas seulement en train de perdre des objets. Je perdais ma place dans ma propre maison. Ce jour-là, en descendant prendre mon petit déjeuner, j'ai trouvé 3 personnes en uniforme dans mon salon. Elles portaient des gants, des sacs géants et des produits ménagers professionnels. L'une d'elles avait déjà sorti des cartons du garage. « Tania, qu'est-ce que c'est que cela ?» Elle se retourna avec un sourire fier. « Une société de nettoyage en profondeur, Amélie. Ils vont mettre un peu d'ordre ici. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui paie. » Je la regardais, bouche ouverte. « Mais je nettoie très bien cette maison. » « Oui, mais à l'ancienne, Amélie. Il faut désinfecter, vider, trier. Vous gardez trop de choses. » C'était dit avec douceur, mais avec cette douceur froide qui coupe plus qu'elle ne rassure. Les 3 employés continuaient d'avancer, comme s'ils avaient reçu des consignes très précises. Je les ai vus emporter des caisses du garage, des cartons qui appartenaient à Émile. Des souvenirs de notre vie entière. « Attendez! Pas ces cartons-là !» Tania leva les yeux au ciel. « Ils sont remplis de vieilleries, Amélie. Faites-leur confiance. » J'ai couru vers le garage. Des espaces entiers avaient été vidés. À la place des petites piles de souvenirs d'Émile, il n'y avait plus rien. Un vide froid. « Où sont les vinyles ?» ai-je demandé, la gorge serrée. « Quels vinyles ?»« Ceux d'Émile, sa collection. Charles Aznavour, Jacques Brel, Dalida, celle qu'il a commencée quand nous avions 20 ans. » Tania fit un geste de la main, comme si je parlais de cailloux trouvés sur la route. « Oh, ceux-là ! Les employés les ont jetés. Ils étaient rayés, vieux. Ils ne servaient plus à rien. » Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ces mots. Jetés. Des décennies de souvenirs. Des dimanches entiers où Émile et moi dansions dans la cuisine. Des cadeaux qu'il me faisait chaque anniversaire. « Vous n'aviez pas le droit, » ai-je murmuré. « Amélie, ce ne sont que des objets. Le passé doit parfois laisser de la place au présent. » Je me suis retrouvée à genoux, dans le garage presque vide, incapable de respirer. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi, mais je me souviens d'avoir senti la main de Tania sur mon épaule. « Amélie, soyez raisonnable. Vous dramatisez toujours tout. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. 2 jours plus tard, le coup de grâce. Je suis descendue dans la cuisine et j'ai entendu Tania parler au téléphone, sa voix douce et professionnelle, comme une vendeuse accomplie. « C'est de la porcelaine de Limoges authentique, oui, en excellent état. Le service complet. 12 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 tasses avec leur soucoupe. Oui, le bord est doré à la feuille. Non, ce n'est pas du neuf, mais c'est une pièce rare. Non, je ne peux pas descendre en dessous de 6 000 €. » Je suis restée figée. Ma porcelaine de Limoges. Le cadeau d'Émile pour notre 30e anniversaire de mariage. « Tania, qu'est-ce que vous faites ?» Elle a sursauté, puis a souri, faussement rassurante. « Amélie, je suis en train de vendre ce service. Nous avons vraiment besoin d'argent, et vous ne l'utilisez jamais. Il prend la poussière. » « Vendre ma porcelaine, sans me demander ?» Elle soupira. « Vous êtes égoïste, Amélie. Nous sommes ici, coincés, nous essayons de survivre, et vous refusez d'aider. » Je n'en revenais pas. Je vous héberge, je vous nourris, je vous ouvre ma maison. Comment pouvez-vous dire cela ? Tania posa la main sur son front, comme une actrice tragique. Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez jamais. Romain entra à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Tania répondit avant moi. Ta mère refuse que je vende le service de porcelaine. Elle préfère garder ses assiettes plutôt que d'aider ses petits-enfants. Romain me regarda, déçu. Toujours ce regard, comme si j'étais celle qui foutait tout en l'air. « Maman, ce ne sont que des assiettes. Nous avons besoin d'argent. Pourquoi es-tu si dure ?» Je sentais mes mains trembler. Je n'arrivais plus à trouver les mots. « C'est le dernier cadeau de ton père. Et alors ? Papa est mort. Nous sommes vivants.
Nous avons besoin de manger. » Ces mots m'ont transpercé. J'ai senti mon cœur céder. Lentement. « Très bien, » ai-je murmuré. « Vendez-le. » Tania n'a pas perdu une seconde. Elle m'a embrassé sur la joue, comme si elle venait de me sauver la vie, pas de m'en voler une partie. Le soir même, le service n'était plus là. Et moi, je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort d'Émile. Ce n'était pas seulement la porcelaine, ni les vinyles, ni les photos, ni les objets. C'était ma vie. Et elle m'échappait, pièce par pièce. 6 semaines s'étaient écoulées depuis leur arrivée. Après la vente de la porcelaine, j'ai cru que Tania allait se calmer. Que peut-être, en ayant obtenu ce qu'elle voulait, elle me laisserait enfin respirer. Mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est qu'une personne qui prend sans jamais être arrêtée finit toujours par vouloir davantage. Cela a commencé un lundi matin. Tania est descendue dans la cuisine, pâle comme un linge, la main sur le ventre, l'air souffrant. « Amélie, je me sens très mal. Je crois que j'ai quelque chose de grave. » Je me suis précipitée vers elle. « Qu'est-ce que tu ressens ?» Elle s'est assise sur une chaise, dramatique comme toujours. « Je saigne, je suis épuisée, j'ai des vertiges. Je crois que c'est quelque chose de très sérieux. » Romain est arrivé aussitôt, l'air paniqué. « Maman, je vais emmener Tania à la clinique. Nous devons faire des examens urgents. » J'ai senti la peur me traverser. Malgré ce qu'elle m'avait fait, je restais une femme, une mère, une grand-mère. Je ne pouvais pas ignorer quelqu'un qui souffrait, même si cette personne m'avait brisé le cœur. « Quelle clinique ? » ?»« Une clinique privée à Montpellier, » répondit Romain. « Mais cela coûte très cher. Nous n'avons pas les moyens. » Il a laissé sa phrase en suspens, comme une invitation. J'ai senti ce piège immobile, invisible, mais terriblement efficace. Je voulais défendre mes limites, mais comment refuser quand on vous parle de maladie, de sang, de danger ? « Combien faut-il » ai-je demandé d'une voix faible. Tania a levé les yeux, soudain pleine d'espoir. « Nous ne savons pas encore. Peut-être quelques milliers d'euros. Nous sommes désolés. » J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Émile, à ce qu'il aurait fait, à ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour moi si j'étais malade. « Je vais vendre les petits terrains qu'Émile avait achetés près de Béziers, » ai-je dit. « Cela devrait couvrir les frais. » Romain a soupiré de soulagement. Tania a caché un sourire, mais je l'ai vu. Oh oui, je l'ai vu. 2 jours plus tard, je leur ai donné environ 15 000 euros. L'argent de toute une vie de travail et d'économie. L'argent que je gardais pour ne jamais être un poids pour personne. Tania a disparu presque chaque matin durant 2 semaines, prétendant aller faire des examens, des biopsies, des analyses. Elle revenait l'après-midi, l'air vaguement malade, se tenant le ventre avec une précision presque théâtrale. Un jour, en allant au marché, j'ai croisé une vieille connaissance de mon mari, une femme bavarde mais toujours aimable, nommée Colette. Elle m'a saluée, puis m'a dit d'une voix légère « J'ai vu votre belle-fille à la clinique esthétique du centre. Elle est ressortie avec un pansement sur le nez. Elle s'est fait refaire quelque chose, non ?» Mon cœur s'est arrêté. « À la clinique esthétique ?»« Oui, oui, celle où ils font des rhinoplasties, des liftings, tout cela. » Elle avait l'air ravie. Je ne me souviens plus de la fin de la conversation. Je suis rentrée chez moi en marchant lentement, comme si le monde tournait autour de moi sans que je puisse suivre. Quand Tania est rentrée ce soir-là, son nez avait effectivement un aspect légèrement différent. Quand je l'ai regardée, elle a porté instinctivement la main à son visage. « Ah, qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, feignant l'incompréhension. « Comment cela ? » « Tu ne viens pas de la clinique où l'on fait des examens médicaux, tu viens d'une clinique esthétique. » Elle s'est raidie, puis son visage est devenu dur. « Et alors ? » Je me sentais très mal avec mon nez. Cela affectait ma santé mentale. J'ai fait ce qu'il fallait pour me sentir mieux. « Avec mon argent ? Avec l'argent de ton mari ? Avec l'argent que j'ai donné en croyant que tu étais malade ? » Elle a croisé les bras. « C'est quand même de la santé. » Romain est arrivé dans le salon à ce moment-là. Il a regardé Tania, puis moi. « Maman, tu exagères. Tu devrais être contente que Tania se sente mieux.
Pourquoi es-tu toujours si obsédé par l'argent? J'ai eu l'impression que quelqu'un me giflait. Obsession? C'est vous qui êtes venu frapper à ma porte en prétendant être à la rue. C'est vous qui avez vidé ma maison. C'est vous qui avez vendu mes souvenirs. Et maintenant, vous utilisez mon argent pour de la chirurgie esthétique? Romain a haussé les épaules. Maman, tu vas mourir un jour. Tu n'emmèneras pas cet argent avec toi. Nous avons une vie à construire. Je n'ai pas su quoi répondre. Ces mots étaient un coup de couteau. Lentement, profondément, sans trembler. Ce soir-là, je me suis enfermé dans ma chambre. Je croyais avoir atteint le fond. Mais le véritable gouffre ne s'est ouvert que 2 nuits plus tard. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin pour boire un verre d'eau. En passant près du jardin, j'ai entendu des voix. Romain et Tania parlaient à voix basse, comme 2 conspirateurs. « Dans quelques semaines, elle sera dans une maison de retraite, » disait Tania. « Ce sera parfait. »« Oui, et dès qu'elle sera là-bas, nous pourrons vendre la maison. Elle vaut environ 700 000 €. Nous pourrons acheter un magnifique appartement près du centre. » Je suis resté paralysé derrière la porte, la main sur ma bouche. Ils parlèrent de moi. Ils planifiaient ma disparition de ma propre maison. Et ils me remplaçaient déjà par de l'argent. Cette nuit-là, je me suis effondré. Mais je ne suis pas resté au sol. Cette nuit-là, la vieille femme naïve en moi est morte. La nuit où j'ai entendu Romain et Tania préparer ma mise à l'écart, quelque chose en moi s'est durci. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté debout dans la cuisine, immobile, en les écoutant rêver de ma disparition comme on organise des vacances. Quand ils sont remontés se coucher, je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert la boîte en fer où je gardais ce que je n'avais encore jamais osé toucher. Les dossiers qu'Émile avait préparés pour au cas où. Et parmi eux, la carte d'un homme en qui il avait une confiance absolue. Maître Frédéric Bernier, notaire à Montpellier. Je me suis assise sur mon lit, la carte dans ma main tremblante. « Mon amour, tu avais raison, » ai-je murmuré. Je n'ai plus le choix. Le lendemain matin, j'ai joué mon rôle. J'ai préparé du café, j'ai souri, j'ai demandé à Tania si son nez cicatrisait bien. Elle m'a répondu d'un air satisfait, sans voir une seule seconde que mon regard n'était plus doux, mais froid. Vers 10 heures, j'ai prétexté un rendez-vous médical et je suis sortie. J'ai marché lentement jusqu'au tram, puis jusqu'à l'étude notariale de Maître Bernier, un immeuble ancien près du quartier Saint-Roch. Quand j'ai poussé la porte, une secrétaire m'a demandé mon nom. 5 minutes plus tard, le notaire m'accueillait. « Madame Lavigne, l'épouse d'Émile, je me souviens bien de vous. Que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise et pour la première fois en 3 mois, j'ai senti mon corps se relâcher. Alors je lui ai tout raconté. Les objets disparus, l'argent envolé, la manipulation, le harcèlement silencieux, les phrases que j'avais enregistrées dans ma mémoire comme des cicatrices. Elle a déjà vécu assez longtemps, elle signera, elle ira dans une maison de retraite bon marché. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai terminé, il a simplement dit « Madame, ce que vous vivez porte un nom. Cela s'appelle une tentative de spoliation. Et vous devez vous protéger immédiatement. » Il a ouvert un dossier, a posé une feuille devant moi. La solution la plus efficace est de faire une donation avec réserve d'usufruit. Vous conservez le droit d'usage et d'habitation de votre maison jusqu'à votre mort et vous pouvez choisir qui en héritera par testament. Votre fils n'aura plus aucun droit automatique dessus sans votre consentement explicite. Je n'arrivais pas à y croire. Cela signifie que Romain ne pourra plus rien réclamer? Exactement, pas sans votre accord explicite. Et nous allons enregistrer cet acte notarié aujourd'hui même pour le protéger juridiquement. Je sentais une chaleur monter dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la peur, de la force. Nous avons passé 2 heures ensemble. Il m'a expliqué chaque ligne, chaque clause. J'ai signé. Ma main tremblait, mais pas d'hésitation. C'était un geste de survie. Avant de partir, il m'a regardé droit dans les yeux. Maintenant, il vous reste une dernière chose à faire, obtenir des preuves de leurs intentions. Une seule conversation enregistrée peut renforcer votre position si eux tentent de contester. Je dois vous prévenir que techniquement, enregistrer sans consentement pose des problèmes légaux. Mais dans un contexte d'abus et de légitime défense de vos droits, cela peut être toléré par un juge. J'ai hoché la tête.
Je sais exactement comment faire. En sortant de l'étude, j'ai appelé ma voisine, Colette, une femme vive, lucide, qui avait toujours su lire les gens. Colette, as-tu encore ce petit dictaphone pour enregistrer tes listes de courses? Oui, tu en as besoin? Oui, et c'est urgent. 1 heure plus tard, elle me le tendait par-dessus la haie de son jardin. Un petit appareil discret, parfait pour ce que j'avais en tête. Amélie, tu fais quelque chose de dangereux? Non, ai-je répondu. Je fais quelque chose de nécessaire. Ce soir-là, j'ai attendu que tout le monde aille se coucher. Puis j'ai glissé l'appareil derrière le grand ficus du salon, juste là où Romain et Tania avaient l'habitude de se disputer quand ils croyaient que personne ne les entendait. Pendant 3 jours, j'ai laissé tourner la machine. 3 jours à faire semblant, à sourire quand Tania me disait de penser à mon avenir en résidence, à dire merci quand Romain me parlait comme si j'étais déjà une vieille femme sénile. Et le 3e soir, enfin, j'ai capté ce que j'attendais. Je les ai entendus rentrer du centre commercial. Ils parlaient fort, trop confiants, convaincus que j'étais dans ma chambre. « Amélie est prête », disait Tania. « Elle va signer, j'en suis sûre. Elle est fragile. Il suffit de la pousser encore un peu. » « Tu crois vraiment qu'elle va accepter de partir en maison de retraite? » « Oui, elle y croit déjà. Elle ne veut plus être un poids. Elle a peur d'être seule. Nous avons fait un excellent travail. » Un excellent travail, j'en ai eu la nausée. Puis Romain a ajouté « Dès qu'elle signe, je m'occupe de contacter l'agence immobilière. Cette maison peut nous rapporter environ 700 000 €. Nous ne pouvons pas passer à côté. » J'ai arrêté l'enregistrement. C'était suffisant. Plus que suffisant. Le lendemain, j'ai mis l'appareil dans mon sac et je suis retourné voir Maître Bernier. Il a écouté la conversation 2 fois. Son visage est resté impassible, mais je l'ai entendu soupirer longuement. Cela confirme tout. Vous êtes désormais totalement protégée, madame. Il ne leur reste plus aucune prise sur vous. Sur le chemin du retour, un calme étrange m'a envahi. Pas de triomphe, pas de vengeance. Juste la certitude que la tempête touchait à sa fin. L'étape suivante serait la plus dure. Pas légalement, humainement. Mais j'étais prête. 2 mois et demi s'étaient écoulés depuis leur arrivée. Le matin où tout devait se jouer, je me suis réveillée avant l'aube. Le ciel au-dessus de Montpellier était encore bleu nuit, les rues silencieuses, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Je me suis levée sans trembler. Cette fois, je savais exactement ce que je faisais. Vers 6 heures du matin, j'ai ouvert la porte arrière pour laisser entrer Maître Bernier. Il portait son costume gris impeccable et son attaché-case, comme un soldat entrant sur un champ de bataille. « Est-ce que vous êtes prête, Madame Lavigne ?»« Oui, plus que jamais. » Nous nous sommes installés dans le couloir, à l'abri des regards, et nous avons attendu. À 6h40, le chaos a commencé. Tania s'est mise à hurler mon nom comme si la maison lui appartenait. Elle cognait contre la porte d'entrée avec une fureur que je n'avais jamais vue. Je l'entendais crier « Amélie, ouvrez, vous n'avez pas le droit !» Je suis restée silencieuse. Quelques minutes plus tard, Romain est arrivé, essoufflé, en colère, serrant dans sa main une énorme masse de chantier. « Maman, ouvre immédiatement, je te jure que j'entre, porte ou pas !» J'ai senti une pointe de tristesse me traverser. Comment en était-il arrivé là? Mon propre fils, prêt à détruire ma porte, ma maison, mon espace, parce que je refusais enfin de me laisser écraser. J'ai posé la main sur le loquet, mais avant de bouger, Maître Bernier a murmuré derrière moi. « Laissez-le faire, vous n'êtes plus seul. » Alors j'ai ouvert. La porte s'est entr'ouverte lentement, et Romain, bras levés, prêt à frapper, est resté figé. Son visage est passé du rouge au blanc en 1 seconde. Tania aussi a reculé d'un pas, comme si un fantôme venait d'apparaître. Car derrière moi se tenait Maître Bernier, droit, calme, presque menaçant de sérénité. « Bonjour, je suis Maître Frédéric Bernier. Nous allons régler cela immédiatement. » La masse de Romain est tombée au sol avec un bruit sourd. Je n'oublierai jamais ce son. C'était le bruit de leur plan qui s'effondrait. Ils sont entrés, mais ce n'était plus eux qui dominaient l'espace. C'était moi.
C'était ma maison. Et il le savait. Dans le salon, Maître Bernier a ouvert son attaché-case et a sorti les documents. Madame Lavigne a effectué une donation avec réserve d'usufruit. Elle conserve le droit d'usage et d'habitation exclusif de cette maison jusqu'à la fin de sa vie. Vous n'avez aucun droit automatique sur cette propriété. Aucun. Et toute tentative de pression, d'intimidation ou de manipulation est désormais considérée comme un acte illégal. Cet acte a été enregistré devant notaire et est juridiquement inattaquable. Tania a éclaté. Ce n'est pas juste. Nous avons vécu ici. Nous avons tout fait pour elle. J'ai frappé la table du bout des doigts. Vous avez vendu ma porcelaine. Vous m'avez pris 15 000 € en prétendant une maladie. Vous avez jeté mes souvenirs, détruit mes photos, vidé ma vie. Et surtout, vous avez voulu me faire signer ma maison pour ensuite me placer dans une résidence bon marché. Je me suis tourné vers Romain. Je t'ai entendu, mon fils. Chaque mot, chaque mensonge. Il s'est assis, les mains dans les cheveux, incapable de me regarder. Tania, elle, n'a pas cessé de combattre. Ce n'est pas vrai. Vous mentez. Vous inventez. Alors, j'ai sorti l'enregistrement. J'ai appuyé sur lecture. Le salon s'est rempli de leur voix. Dans quelques semaines, elle signera. Elle est faible. La maison vaut environ 700 000 €. Elle a déjà vécu assez longtemps. Quand l'enregistrement s'est arrêté, un silence lourd a écrasé la pièce. Romain pleurait, Tania tremblait, et moi, j'étais debout, enfin debout. Vous avez 48 heures pour quitter ma maison, ai-je dit. Je ne vous mettrai pas à la rue. Vous avez votre voiture, vos emplois, vos amis, mais vous ne vivrez plus ici. Ce que vous avez fait ne s'appelle pas aider. Cela s'appelle détruire. Et moi, je refuse d'être détruite. Tania a tenté de protester, mais Maître Bernier l'a arrêtée net. Toute opposition sera traitée légalement. Je vous conseille d'accepter cette décision. Ils sont partis 2 jours plus tard, sans cris, sans excuses sincères, sans courage. Les enfants, Valérie et Sacha, sont venus m'embrasser avant de partir. Sacha pleurait. Valérie m'a regardé avec des yeux qui comprenaient plus qu'il n'aurait dû à son âge. « Mamie, on reviendra te voir ?»« Toujours, ma chérie. Cette maison sera toujours la vôtre. » Quand la porte s'est refermée derrière eux, j'ai senti un mélange étrange. Douleur, liberté, fatigue, et surtout une paix que je n'avais plus ressentie depuis des mois. J'ai repeint les murs, j'ai retrouvé mes couleurs, j'ai acheté de nouvelles plantes, de nouvelles photos, de nouveaux parfums. Ma maison respirait de nouveau, et moi aussi. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ma petite fille. « Mamie, papa et maman se séparent. Maman est partie avec quelqu'un d'autre. Papa regrette tout. Il pleure tout le temps. Je ne sais pas quoi penser. » J'ai fermé les yeux. La vie, parfois, corrige ce que nous ne voulons pas corriger nous-mêmes. Ma chérie, tu seras toujours la bienvenue ici. Cette maison sera un jour la tienne et celle de ton frère. Mais pour l'instant, laisse le temps faire ce qu'il doit faire. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé Montpellier à travers ma fenêtre, baigné de lumière. J'avais perdu un fils. J'avais retrouvé ma dignité. Et parfois, c'est le prix à payer pour sauver sa propre peau. Je me suis servi une tisane et j'ai savouré le silence de ma maison. Un silence qui, désormais, m'appartenait. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.